Le 31 décembre, l'Europe devra adopter la prochaine politique agricole commune. Elle représentera plus de 350 milliards d'euros pour nourrir les Européens, mais pas seulement. Elle devra également accélérer la transition de notre système agricole en préservant les économies rurales et en prenant en compte les impératifs écologiques. Nous, JDEM, avons voulu rencontrer les acteurs de terrain pour voir comment les agriculteurs et plus largement tous les acteurs de la fourche à la fourchette agissent pour répondre aux nombreux enjeux auxquels ils font face aujourd'hui. L'écologie, c'est aussi une question vraiment très pratique. Il y a un cas que je souhaiterais partager avec vous. Comme vous le savez, il y avait la question des épandages et la distance de sécurité qui devait être mise en place entre les cultures et les habitations. La charte qui a été signée entre les nuciculteurs, c'est-à-dire les producteurs de noix, et les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture, le département et bien évidemment une association de riverains. Et ils se sont tous mis d'accord et ils ont signé cette charte en décembre 2019 pour mettre une distance de 50 mètres entre les épandages et les habitations. Donc on voit que quand les acteurs se mettent tous autour de la table, eh bien on arrive à trouver des solutions qui conviennent, puisqu'on sait que notamment la nuciculture, c'est économiquement un secteur très important. Et on sait aussi que les habitants sont extrêmement soucieux de la préservation de leur environnement. Et ça marche. Les exemples locaux montrent qu'on peut arriver à trouver des solutions pour tout le monde. Ce souci de préservation de l'environnement doit être soutenu par nos institutions. Les régions reçoivent des fonds agricoles de l'Union européenne qu'ils doivent réallouer aux acteurs locaux. Mais le soutien aux démarches de protection des eaux et des sols n'a de sens que s'il est constant. J'avais la conviction que le bio ça marche et on considère qu'il y a tout un tas de services donc, environnementaux en termes de pollution des eaux, de pollution des sols, de pollution de l'air, au niveau sanitaire, donc avec des maladies qui peuvent être provoquées par certains produits. Enfin, on en parle suffisamment dans les médias pour le savoir. Même au niveau social, parce que comme je vous le disais, le bio permet de rémunérer plus d'actifs que le conventionnel en rapport avec la surface de culture ou de production. Et donc tous ces services rendus, on considère qu'ils devraient, enfin à partir du moment où l'agriculture touche des subventions publiques, on considère que le bio devrait en toucher un peu plus en rapport avec ces services qui sont rendus. Pour pallier au manque de subventions dédiées à l'agriculture biologique, les agriculteurs innovent en trouvant de nouveaux modèles économiques, à l'instar des circuits courts. On enlève tous les intermédiaires, donc le prix final est plutôt même souvent moins cher qu'en circuit long. Et en même temps, nous, on récupère la valeur ajoutée qui ne tombe pas dans la poche des intermédiaires. C'est pour cela que Franck Longo, nouveau maire de Fontaine, a choisi de mener une politique volontariste en allant au-delà des nouveaux objectifs fixés par la loi et en garantissant 100% de bio ou de local dans les cantines scolaires. Une commune, c'est une gestion du quotidien déjà. Et les villes ont aujourd'hui notamment la gestion des cantines ou des établissements de personnes âgées, je pense aux résidences autonomie. Donc quand on parle de ces établissements, forcément, on parle de restauration. On parle de restauration scolaire. Évidemment, notre responsabilité aujourd'hui, elle est de donner des repas de qualité. On voit bien qu'il y a une tendance quand même à se déplacer vers de la nourriture locale, la nourriture bio. C'est quand même des enjeux importants aujourd'hui. On parle de bouleversement climatique, on parle de consommer mieux, de polluer moins. Donc on est directement, nous, concernés. Il faut qu'on soit acteurs. On propose 20% de bio dans l'ensemble de nos repas. Et on va tendre vers 50% dans les 2 ans à venir pour arriver à la fin du mandat, dans 6 ans, 100% de bio ou de local. On doit trouver évidemment les fournisseurs. On est en Isère, on a la chance d'avoir des montagnes à côté, bien sûr de l'agriculture. Et donc on travaille en local pour rechercher ceux qui peuvent nous fournir. Nous on agit en responsabilité, même si ça coûte un petit peu plus cher à la commune. Et ben par exemple, le mois dernier, on a augmenté l'achat communal des repas de 30 centimes. Donc on a mis, nous, un petit peu plus d'argent pour acheter une plus grande part de bio dans nos cantines scolaires. Le lien entre le consommateur et l'agriculteur induit de la réciprocité. L'agriculteur est responsable de la qualité des produits, le consommateur est responsable de la qualité de vie de celui qui le nourrit. Sur l'exploitation, on élève surtout essentiellement la vache qui s'appelle la Villardelan, donc originaire du pays. C'est une race qui a failli disparaître, c'est une race qui fait partie de la biodiversité. Chez nous, on produit de la viande et sur le plateau du Vercors notamment, ils produisent du lait pour l'AOC du Bleu du Vercors Sassenage. Mais pour moi, aujourd'hui, un jeune qui se lance hors cadre familial,
s'il n'est pas vraiment bien accompagné, ça peut l'empêcher de se lancer dans l'élevage, quoi, ou dans l'agriculture en général. Ces 10 dernières années, plus de 70 000 agriculteurs partis à la retraite n'ont pas été remplacés. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de ce secteur dont nous dépendons nécessairement. Mais ces témoignages sont pour nous la preuve qu'il est possible de créer des synergies entre agriculteurs, citoyens et acteurs locaux. Ce sont ces modèles que devra encourager la prochaine politique agricole commune. Louis de Redon, je suis maître de conférence en droit de l'environnement à AgroParisTech et chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et mon champ de recherche particulier, ce sont les questions notamment relatives à la protection de la biodiversité. Au sein de l'Université 133, je suis rapporteur de l'atelier développement durable et cet atelier couvre le champ économique, social et environnemental. Donc, compte tenu des circonstances particulières, nous avons mené des auditions par visioconférence d'un certain nombre de personnalités qui sont soit engagées au MODEM, soit proches des idées centristes, que ce soit des enseignants-chercheurs, des élus nationaux, des élus locaux ou des personnalités qui s'intéressent à ces questions. À l'analyse de ces auditions, nous avons aussi ajouté le rendu des militants du MODEM qui se sont exprimés sur ces thématiques. Chaque génération a un enjeu à porter. Pour la nôtre, incontestablement, ce sera celui d'un développement durable, c'est-à-dire un développement économique assumé mais équitable, une protection aussi de notre société avec une recherche de l'apaisement. Je pense que c'est important, surtout dans les circonstances actuelles. Et puis bien évidemment, la protection de l'environnement, notre environnement, qui inclut notre espace de vie, mais aussi ses composantes naturelles comme la biodiversité. Alors, le développement durable, il ne faut pas le cantonner à la transition écologique. La transition écologique est un pan du développement durable qui est très important. Mais en fait, l'idée de développement durable, c'est d'avoir un développement équilibré. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de la précarité énergétique, on sait qu'on a des immeubles qui sont des passoires thermiques. Et évidemment, c'est du perdant-perdant. C'est du perdant pour l'environnement, puisqu'on dépense de l'énergie. Mais c'est du perdant aussi pour ses habitants qui ont souvent peu de moyens, qui ne peuvent pas rénover, qui donc se chauffent mal, et le peu qui chauffe, il chauffe dehors. Donc évidemment, il y a des stratégies gagnant-gagnant à trouver entre le développement économique qui porte l'innovation, la lutte contre la pauvreté par l'accessibilité à ces nouvelles technologies, qui permettent en même temps de protéger l'environnement. Donc tout ça fait système. En matière de développement durable, la famille centriste a une pensée à apporter, notamment en ce qui concerne la place de l'homme, qui est centrale, mais aussi des questions liées à l'organisation politique, des notions de décentralisation, de partage du pouvoir, d'innovation, et tout simplement de respect de la liberté de chacun d'entreprendre et d'innover. Donc autour de cette notion de progrès, évidemment, s'ajoute la notion de croissance. Et je suis persuadé, nous sommes persuadés ici, en tout cas c'est ce qui ressort des entretiens que l'on a menés et du rendu des militants, qu'il est possible de trouver un chemin où l'on concilie progrès, croissance, protection de l'environnement et monde meilleur. Et que, évidemment, nous ne sommes pas condamnés pour vivre dans un monde durable à de la décroissance, à un retour en arrière, mais qu'il s'agit bien, à travers le développement durable, d'une révolution écologique qui nous permet d'avancer davantage et non pas de reculer. Sur ce chemin du progrès humaniste, seul le mouvement démocrate, par son histoire, et ses vertus, qui sont celles de la modération, celles de l'équilibre, peut porter une voie qui concilie les enjeux d'un développement durable vraiment humain avec la protection de notre planète, de notre économie et d'une société où il fait bon vivre ensemble.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces universités de rentrée un peu particulières pour le Modem, mais Covid oblige, le numérique va nous permettre de travailler en commun. Très belle plénière qui s'annonce avec de très beaux invités. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est sauver nos emplois, préserver la planète, partager nos richesses. Alors, on va échanger sous une forme un peu particulière, évidemment. On va avoir de beaux invités, puisqu'on aura d'abord Marguerite Desprez-Audebert, Maud Gattel, Anne Terlez, Sylvain Weisermann, et on conclura par Yann Verling. On va demander à chacun de nos invités de parler pendant 4 à 5 minutes chacun, et ensuite on lancera le débat sur le sujet. Simplement vous dire que cette thématique de ce jour est quand même particulière. On voit bien que les enjeux aujourd'hui environnementaux, sociétaux, économiques sont importants, et donc mélanger un petit peu ce que l'on a fait, c'est-à-dire les problèmes économiques avec les problèmes écologiques, ça nous avait paru très très important. Alors, on va commencer par évidemment Marguerite Desprez-Audebert. Donc Marguerite, tu es députée Modem, tu sièges à la Commission des affaires économiques. Encore Richard, mais je ne vois pas. Est-ce que tu m'entends déjà? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Ah, moi je ne maîtrise pas la technique, donc j'en suis vraiment désolé. Mais tant qu'on s'entend, peut-être que toi on te verra. Donc Marguerite, tu vas intervenir évidemment sur le thème qui t'est cher, c'est-à-dire l'économie. Tu es d'une vieille tradition à Béthune d'industriel, et tu voulais un petit peu nous parler évidemment, Marguerite, de à la fois l'industrie, des délocalisations, et expliquer un peu que finalement, quand un industriel est installé, c'est beaucoup d'emplois induits. Et puis tu as souvent dit que tu en voulais pas aux industriels d'être partis, mais souvent aux élus. Et donc on va t'entendre sur le sujet, sur la localisation et sur le fait qu'il faut peut-être réindustrialiser la France. Je vais te laisser la parole, Marguerite. Ok, ben bonjour à tous et merci. C'est un peu désagréable parce que là je m'entends en retour, en écho, donc c'est un peu compliqué. Enfin, je vais essayer de me débrouiller. Effectivement, Béthune a occupé l'actualité chaude cette semaine parce que Béthune est un arrondissement industriel où je suis née. Et donc, c'est un arrondissement où le PIB industriel est le plus important du Pas-de-Calais et peut-être des Hauts-de-France. Et il l'était jusqu'à la semaine dernière. Mais comme la première usine du secteur va fermer ses portes, ça a été annoncé la semaine dernière, il faut à tout prix faire en sorte que ce territoire garde son identité industrielle et se projette dans le futur en devenant un territoire d'industrie comme l'a proposé le gouvernement, enfin, suivant la stratégie du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que l'industrie, c'est beaucoup d'emplois à la clé. Tout emploi industriel, par exemple, Bridgestone, c'est 863 emplois, mais au total, ça fait près de 2000 familles qui sont impactées par cette fermeture. Parce que quand on a une industrie, quand on produit, derrière, il y a la sécurité, il y a la maintenance, il y a l'entretien d'espaces verts, il y a la cantine, il y a l'entretien, il y a les pièces mécaniques à réparer. Enfin, autant de services qui sont nécessaires pour la bonne conduite de ces entreprises. Donc c'est beaucoup d'emplois, plus tous les emplois évidemment qui sont classiques, qui sont liés à la vie économique. À Béthune, Bridgestone a rempli sa mission pendant, disons, plus de 50 années, près de 60 années, parce que ça fait 60 ans que cette entreprise existe. Elle a contribué beaucoup au tissu local, ne serait-ce que par les versements de salaire. C'était encore 50 millions l'année dernière. C'était 6,5 millions de taxes pour les collectivités qui étaient bien contentes de toucher cette manne. Donc moi je pense que cette entreprise a fait son devoir. Effectivement, il y avait un problème de sous-investissement qui était visible depuis plusieurs années, mais là on interfère le contexte européen et le contexte mondial. Donc une entreprise, il faut qu'elle tienne compte du marché avant tout. Si Béthune a bien fonctionné pendant 50 ans, c'est parce qu'à l'époque, Béthune était au cœur de l'Europe du Nord-Ouest. Le marché s'est déplacé vers l'Est, comme vous le savez tous, et même vers le Far East aussi. Donc, tout change et l'entreprise doit s'adapter.
Alors, Est-ce que tu m'entends, le souci, Marguerite? c'est que... Oui, Oui, Marguerite, oui. quand tu disais tout à l'heure et que entre collectivités, élus et entreprises, sur cette responsabilité finalement qui incombe aux uns ou aux autres, on peut avoir l'impression que l'entreprise n'a pas joué le jeu dans ses investissements du futur en faisant des pneus bas de gamme, ou est-ce que tu penses que la collectivité, les élus en particulier, n'ont pas répondu présent face à cette entreprise? Ben, je pense que on a fait un petit peu l'autruche, en fait. Les élus, gouverner, c'est prévoir. Donc, il fallait anticiper. On sait très bien que la filière automobile, qui chez nous a remplacé la mine, ses jours sont quand même pas limite comptés, mais elle évolue. Donc, on sait très bien que le marché du pneu ne peut être que baissier. Quand on fait tout ce qu'on peut pour favoriser les transports en commun, pour favoriser le vélo, pour le covoiturage. On sait très bien qu'on est amené à avoir moins de voitures, donc moins de pneus. Ça, je pense que François Bayrou peut très bien le comprendre et que dans ses missions, il va être dans le cœur du sujet. S'il y avait eu un Et plan donc ça, c'est avant, pour les élus. Et l'entreprise, elle a profité des fonds européens pour investir en Pologne, là où est devenu son marché naturel, parce que Bridgestone, malheureusement, vend très peu de pneus en France, mais son marché, ce sont les automobiles allemandes. Et donc, la Pologne et l'Allemagne sont quand même très proches, et surtout que c'était moins cher. Et en Pologne, on travaille 40 heures par semaine, et à Béthune, on travaillait 32 heures par semaine. Donc, la messe était dite pour moi. très bien. Bien, merci Marguerite. On va prendre nos invités sur cette table ronde et puis on fera le débat après. Maude, est-ce que tu peux nous dire évidemment deux mots? Donc Maude, tu es élue d'Île-de-France, tu es élue de Paris et on t'a souvent entendu parler j'ai envie de dire, entre économie et ce qui est en train de se jouer sur le développement durable et soutenable, d'une remise en question quasiment de l'économie libérale telle qu'on l'a imaginée. Et donc, tu as souvent pensé que finalement, il fallait penser global. On t'a entendu parler de beaucoup de ça pour essayer de réagir local. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, à Paris, comment tu imagines ça et comment globalement, puisque c'est un peu ton sujet, tu penses que l'économie doit se modifier pour modifier nos comportements? Merci beaucoup Richard. Bonjour à tous. Comme le rappelait effectivement Marguerite, on voit bien que la crise sanitaire aujourd'hui se double d'une accélération de la crise sociale, économique. Marguerite parlait de Bridgestone, on pense évidemment aussi à Airbus, à un certain nombre de TPE, PME, et malheureusement ça risque de s'accélérer. Alors certaines voix se font entendre demandant à ce que on reporte les engagements, notamment en matière environnementale, qui ont été pris. Moi, je pense que notre responsabilité, c'est au contraire d'affirmer que la transition écologique est une chance pour notre modèle économique et pour nos emplois. Pour moi, opposer fin du monde et fin du mois, ça n'a aucun sens. D'abord parce que, et on l'a vu ces derniers mois et on va continuer malheureusement de le voir, parce que en période de crise, ce sont toujours les plus fragiles qui sont le plus touchés. Et puis parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas avancer sur un des sujets qu'aux dépens de l'autre. Or, je pense que c'est précisément l'inverse. On ne répondra aux enjeux économiques et sociaux d'aujourd'hui et de demain qu'en poursuivant des objectifs environnementaux extrêmement forts. La crise sanitaire, par son ampleur totalement inédite et malgré l'accompagnement de l'État, et on peut d'ailleurs se réjouir de vivre en France avec un modèle social aussi développé, cette crise, elle a révélé un certain nombre de dysfonctionnements de notre modèle de développement. Elle a aussi creusé les inégalités entre ceux qui ont eu la possibilité d'économiser près de 100 milliards d'euros ces derniers mois et ceux qui, au contraire, ont souffert dès les premiers jours du confinement. Alors moi, j'ai envie de voir cette période comme une formidable opportunité pour réduire les fractures, qu'elles soient sociales, territoriales, et je pense que l'écologie a évidemment un rôle à jouer en ce sens. Alors c'est aussi un sujet de volontarisme, c'est aussi un sujet de temporalité, et puis c'est aussi un sujet de méthode. Alors le volontarisme politique, nous n'en manquons pas, et ce sont notamment les contreparties qui sont demandées en échange des aides, que ce soit par le gouvernement ou par l'Union européenne. Il y a la question évidemment de la temporalité, il y a le court terme avec le plan de relance. La question de la baisse des impôts de production, c'est aussi un moyen de soutenir la compétitivité
et donc l'emploi. Et puis, les jeunes démocrates, dans leur formidable petite vidéo, parlaient... non, pardon, c'était Louis Dredon qui parlait rénovation énergétique et thermique, en mettant bien en avant le fait que c'était justement les plus modestes qui, en général, souffraient de cette question. Et donc, évidemment, la rénovation énergétique, non seulement elle fait des emplois non délocalisables, mais en plus, elle va évidemment jouer en faveur de l'écologie. Et puis, il y a évidemment des mesures à plus long terme, mais qui doivent se prendre dès aujourd'hui. Alors, ça me permet de dire toute ma satisfaction quant à la nomination d'un haut commissaire au plan, d'autant plus quand on connaît le titulaire de poste et les qualités dont il est doté, on ne doute pas que ça ira tout à fait dans le bon sens. Parce que la transformation de l'appareil productif, l'innovation, ça prend du temps et ça demande des décisions aujourd'hui pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et puis, effectivement, il ne faut pas hésiter non plus à questionner nos fondamentaux en matière de modèle économique. Je voudrais vous donner 2 exemples. Le premier exemple a trait au transport en Île-de-France. Depuis 20 ans, on se satisfait de conditions absolument déplorables pour les usagers, mais ça n'est qu'à ces conditions que le modèle économique peut perdurer. Eh bien, ce n'est plus possible, il faut changer ça. Il n'est plus acceptable que les transports en Île-de-France soient dans cet état-là. Et donc oui, il faut changer le modèle économique des transports franciliens. Autre exemple, la question du tourisme à Paris. L'année dernière, Paris a accueilli 38 millions de touristes venant du monde entier. C'est formidable, ça montre l'attractivité de la ville. Mais on est aussi arrivé à un point qui n'est plus soutenable, à la fois pour les touristes eux-mêmes, mais aussi pour les habitants. Et il faut profondément revoir ce modèle du tourisme. Alors bien évidemment, on ne va pas le revoir en un claquement de doigts. Bien évidemment, il va falloir accompagner les professionnels. On ne va pas du jour au lendemain passer d'un tourisme de masse à un tourisme durable, que j'appelle de mes voeux. Mais néanmoins, c'est vers ce chemin-là aussi qu'il faut aller. Et puis troisième point, c'était Élodie Jacqui-Laforge qui en parlait, dans la vidéo réalisée par les jeunes démocrates, c'est aussi évidemment la question de la concertation. On n'avancera pas seul, il faut avancer avec les entreprises. Bien évidemment, on ne fera rien contre elles. Bien évidemment, il faut les pousser au plus loin possible, se fixer des objectifs ambitieux mais atteignables, et puis aussi avancer avec nos concitoyens. Et puis, dernier point, un point de méthode. Il y a le sujet des externalités positives et négatives qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui dans les critères de croissance. Et arrêtons de considérer que les biens communs sont des ressources illimitées. Il faut désormais les prendre en considération. Je terminerai avec un sujet qui, je sais, est extrêmement... qui touche au cœur de Richard Ramos, c'est la question de l'alimentation. Il y a le sujet de la souveraineté alimentaire. On a la chance d'avoir un modèle agricole extrêmement riche. Alors aujourd'hui, il n'est pas suffisant pour être autosuffisant. Néanmoins, il faut évidemment qu'on puisse avancer vers les circuits courts, vers le développement du bio. Mais ça demande de la prévisibilité, de l'anticipation, de travailler main dans la main, de faire adhérer à la fois les professionnels et les consommateurs. Mais je suis sûre qu'avec un petit peu de volonté, on y arrivera. Je vous remercie. Merci Maud. Merci à toi. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent sur la boucle, mais on va essayer de prendre nos intervenants et on prendra les questions après. Vous êtes déjà assez nombreux à poser des questions. On va continuer dans cette table ronde par Anne Terlez. Anne, bonjour à toi. Anne, on te connaît bien, donc tu es première adjointe au maire de Louviers, présidente des 2RL, qui est la régie de restauration de ta ville, et puis grande spécialiste aussi de l'énergie dans les bâtiments. Donc Anne, on va te laisser la parole pour te demander c'est quoi ta vision, j'ai envie de dire ta vision de terrain. Et puis tu as écrit, je crois, que la transition énergétique porte une dimension érotique. Alors je crois que c'était évidemment au sens étymologique du mot érotique, mais est-ce que tu peux nous expliquer ta vision sur le sujet? Merci à toi, Anne. Merci Richard.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, même sous forme numérique. Oui, c'est vrai, alors c'est pas moi qui l'ai dit que la transition écologique portait une dimension érotique, mais Patrick Vivray, qui est un essayiste bien connu, et bien sûr c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est Eros contre Thanatos, Eros le dieu grec, le dieu de l'amour, le dieu de la puissance créatrice, et Thanatos le dieu de la mort, donc bien sûr la transition écologique comporte une dimension érotique au sens où il faut être acteur de cette transition énergétique, écologique, qui procède de cette volonté de vivre indispensable qui nous permettra d'inventer des nouvelles techniques, des nouvelles collaborations et des nouvelles participations citoyennes et bien sûr des nouveaux modèles économiques, des nouvelles manières de faire. Donc voilà, c'était dans ce sens-là que mais je trouve que l'angle est intéressant de parler de la transition écologique sous cette forme érotique, sous cette forme de puissance de vie qui me semble nécessaire aujourd'hui. Alors moi, ma conviction, en fait, ma vision, c'est que cette transition écologique, et Maud l'a rappelé d'ailleurs à l'instant, nourrit et renouvelle la démocratie. Et il me semble que, au regard de ce qu'on a vécu ces derniers mois, voire ces dernières années, c'est peut-être ce dont on a le plus besoin. Mais en l'espèce, la transition énergétique a besoin en fait d'une grande concertation citoyenne, enfin pour une acceptation sociétale. Donc dans la gouvernance qu'on a à mettre en place sur ces questions de transition énergétique, on a besoin de l'ensemble des acteurs économiques, mais on a aussi besoin du financement participatif des citoyens. Enfin, c'est la manière en fait d'exercer au plus haut niveau sa citoyenneté, et je trouve moi que c'est indispensable aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que le financement de la transition énergétique, puisque je vais peut-être aborder davantage cet angle, est possible. Et que d'une manière générale, le manque d'argent n'est pas opposable à cette transition. Ça n'est pas vrai et ça n'est pas possible d'opposer ce manque d'argent. Il existe, il faut le mobiliser. Alors ça va être encore plus vrai aujourd'hui avec le plan de relance du gouvernement français, mais également celui de l'Union européenne. Donc l'argent existe, il faut pouvoir le mobiliser. Il faut pour ça un certain nombre d'ingrédients, notamment la volonté politique, bien sûr. Il faut faire le constat, avoir envie de faire avancer son territoire. Il faut de l'ingénierie, parce que c'est vrai que ça ne s'improvise pas non plus, cette question de transition énergétique. Il faut de l'ingéniosité et de l'agilité. Et puis, il faut être capable de mener ces partenariats multiples dont je parlais. Et puis, ce que je crois, avec beaucoup de force, mais on l'a vu d'ailleurs dans le petit reportage des JDM, c'est que la transition énergétique rapporte de l'argent et crée de l'emploi. C'est vrai, c'est ce que moi je constate en permanence sur mon territoire. Je peux peut-être vous parler de quelques expériences locales, en fait. Nous portons, nous, sur notre territoire, puisque j'ai la responsabilité de l'élaboration du plan climat, air, énergie, territoire, qui est un document aujourd'hui obligatoire pour nos établissements de coopération intercommunale, qui est un document stratégique, qui d'ailleurs se lie avec les autres documents stratégiques de notre collectivité, et qui permet de mettre en œuvre cette stratégie énergie-climat. Et donc on a plusieurs projets, mais il y en a certaines choses sont déjà réalisées, et notamment la Maison de l'Habitat, qui est aujourd'hui un dispositif que nous portons et qui est un guichet unique pour toutes les personnes qui ont un projet de rénovation de leur habitat. L'objectif, c'est bien sûr la lutte contre la précarité énergétique, et dans le film, le petit reportage qu'on a vu précédemment, Louis de Redon en parlait. Ce qui est bon pour la planète est aussi bon pour notre porte-monnaie, et notamment pour celui les plus défavorisés. Donc voilà, la lutte contre la précarité énergétique et la promotion de la sobriété, le maintien à domicile des seniors, qui est un point aussi très important, la lutte contre la vacance et contre l'habitat dégradé. Aujourd'hui, sur notre territoire, alors bien sûr, nous conventionnons avec l'ANAH, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et le chiffre d'affaires qui est généré pour les entreprises, parce que qui dit rénovation dit entreprise BTP. En général, c'est des entreprises du territoire. Eh bien, c'est un peu plus de 2 millions d'euros en fait de travaux qui sont en partie subventionnés, en tout cas cofinancés à la fois par l'agglomération et par l'ANAH, et qui reviennent bien sûr à nos entreprises du territoire. Alors 2 millions, ça peut paraître rien, mais en réalité, je pense que pour ces entreprises, ces PME et ces TPE, c'est important. Et ce dispositif qui n'a que 2 ans monte en charge aujourd'hui, et donc on a globalement une croissance de la mobilisation des dispositifs de 30% par an. Donc on voit bien qu'à c'est ce qui va, parce qu'il reste encore par
important d'habitat à rénover. Donc à terme, voilà, ça va être encore plus d'argent pour nos entreprises. Merci à toi, Anne. Peut-être aussi la régie parler un petit peu de la régie de restauration, si c'est possible, Richard. Allez, si tu me parles alimentation, je suis obligé de te donner une minute supplémentaire. Bon, alors la régie de restauration, j'en parle parce que c'est hyper important aussi pour moi. Donc c'est un outil industriel qui est tout à fait novateur que je vous invite à visiter quand vous voulez sur le territoire de Louviers. Et on avait démarché grâce à cet outil, on avait commencé la démarche qui maintenant est inscrite dans la loi Egalim. Aujourd'hui, on est à environ 60% de local, dont 22% de bio. Donc on va atteindre les objectifs sans difficulté. Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir la dynamique qui est tout autour, puisqu'en fait, l'agglomération a une politique d'acquisition foncière de terres agricoles qui sont aujourd'hui louées en fait à des maraîchers bio, ce qui nous permet, du coup, en fait, nous, on crée la demande puisqu'on a, d'ici quelques semaines, 1600 repas jour fournis, essentiellement pour les cantines scolaires, mais également pour les résidences autonomie. Et donc, nous créons la demande du bio ou du local qui est très importante et donc il va falloir organiser l'offre et l'ensemble de la filière. Or, nous sommes sur un territoire maraîcher puisque la Seine n'est pas très loin et entre la demande que présente en fait la métropole de Rouen avec la même démarche que la nôtre et la nôtre, on voit bien qu'il y a des centaines d'hectares et peut-être plus maintenant à aménager, à convertir en bio. Il faudra accompagner cette transition et c'est ce à quoi nous nous employons. Voilà, donc globalement, on a des exploitations qui devraient revenir sur le territoire pour du maraîchage, du maraîchage local et du maraîchage local et bio. Et tout ça est créateur non seulement d'emplois, mais de richesse. Et peut-être juste pour finir, Maud disait qu'il fallait peut-être pousser les entreprises. Moi, dans l'élaboration du PCAET, bien sûr, on interroge les entreprises. Et ce que je constate, et on est un territoire d'industrie sur Senneur, ce que je constate, c'est qu'elles sont très demandeuses, ces entreprises. Elles veulent prendre leur part, elles veulent participer et elles savent très bien que ce qui est bon pour la planète est bon aussi pour leur économie, pour leur modèle économique. Et donc on a plein de projets d'économie circulaire et de production des réseaux de chaleur, des productions d'énergie renouvelable avec elles. Voilà, je vous remercie. Merci encore. Merci. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. On va les prendre tout à l'heure. On termine avec nos intervenants. On va écouter notre ami Sylvain Waserman, donc Sylvain, député MoDem d'Alsace. Sylvain, tu as édité un livre qui s'appelle Le monde d'après commence demain matin. Tu as également sur ton territoire participé à beaucoup de choses autour de l'emploi, notamment le coaching de jeunes en recherche d'emploi. On voulait t'entendre, Sylvain, sur évidemment quelle est ta vision du développement durable qui met l'homme au cœur j'ai envie de dire, du village, et puis le développement économique. Donc, je vais te laisser la parole, Sylvain. Merci beaucoup, Richard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de participer à cette table ronde. J'aimerais peut-être commencer par insister sur le fait que dans cette sortie de crise, à la fois le développement économique et le développement durable, qui sont vraiment au cœur des enjeux qu'on a relevés aujourd'hui, ces deux enjeux sont des compétences régionales. Et je trouve que dans le débat public, on n'insiste pas assez sur le fait que tout cela fonctionnera ou pas en fonction du succès de l'articulation entre l'échelon national et l'échelon régional, l'échelon territorial. Et finalement, cette crise, elle apporte, ou cette sortie de crise, les enjeux de cette sortie de crise, elle apporte donc un regard complètement différent sur la place des territoires et sur la façon de réussir, que ce soit le plan de relance, qui en lui-même est excellent, mais qui ne réussira que si les territoires s'en emparent, et aussi sur la croissance verte, donc les enjeux du développement durable, qui là aussi sont une compétence des régions et des territoires. Et je crois que c'est une pensée importante de se dire que finalement, le succès ou l'échec de cette sortie de crise Covid et de ce qu'on est en train de reconstruire, ça dépendra fondamentalement des territoires. Je vais prendre deux exemples. Effectivement, dans l'ouvrage que j'ai publié il y a 2 semaines, il y a 40 propositions concrètes. Et mon parti pris, c'est de dire que finalement, sur des thématiques très territorialisées comme cela, on a des compétences et on a des outils. Et finalement, on pêche un peu sur les deux.
Donc je vais simplement formuler deux propositions un peu iconoclastes, mais que je soumets à votre réflexion pour essayer d'accélérer cette reprise de la croissance. La première, sur le développement économique et sur l'emploi. On connaît tous l'importance, Marguerite en a parlé, l'importance, les enjeux qu'on va avoir sur chacun de nos territoires sur l'emploi. Eh bien moi je crois qu'il est temps, alors sans le développer trop, il est temps de franchir le pas et de décentraliser Pôle emploi, en tout cas la fonction opérationnelle de Pôle emploi, celle qui vise à rapprocher l'offre de la demande. Et je crois qu'aujourd'hui, les élus régionaux, les collectivités régionales, avec leur proximité, en étant directement en prise avec les entreprises, est plus à même de réussir cette adéquation qui est un facteur clé de succès pour la reprise et pour l'emploi entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, je pense qu'il est temps d'expérimenter. On a une loi 3D qui arrive bientôt. C'est une idée qui flotte depuis un certain temps. Je pense qu'il est le temps d'être un peu audacieux et d'expérimenter dans une région ce transfert de compétences en transférant Pôle emploi aux régions. La deuxième proposition que j'ai à faire concerne la transition énergétique. Alors j'avais écrit un livre blanc qui expliquait que notre transition énergétique, elle ne peut se faire sans les territoires et que finalement elle sera territoriale ou elle ne sera tout simplement pas. Et quand on voit des modèles très décentralisés comme l'Allemagne, ils sont très en avance sur le taux de production d'énergie renouvelable. Ils ont d'autres problèmes, mais enfin sur ce point-là, ils sont très en avance sur nous. Et l'une des raisons, c'est que finalement, on a beau définir des tarifs de rachat à Paris et définir des grands enjeux à Paris, c'est très bien, il faut le faire, il faut le cadre national. Mais finalement, est-ce qu'un porteur de projet va saisir d'un projet de biométhane ou d'éolienne? Est-ce qu'il va le mener à bien? Est-ce qu'avec sur le territoire, il arrivera à passer obstacle par obstacle? Eh bien, c'est finalement ça qui fait le succès ou l'échec de la transition énergétique. C'est l'émergence ou pas de ces projets et leur succès ou pas qui dépend très largement des logiques territoriales. Sur ça, là aussi, on devrait prendre des décisions courageuses, comme par exemple celle de confier aux régions la possibilité de faire les arbitrages sur les tarifs de rachat pour avoir des politiques beaucoup plus différenciées, pour avoir dans une région par exemple comme la nôtre, dans le Grand Est, on est une région très agricole, on a beaucoup de déchets agricoles, on a beaucoup de projets sur le biométhane, et bien les élus pourraient dire, eh bien, on met le paquet sur les tarifs de rachat sur le biométhane et sur, je sais pas, et sur la géothermie profonde par exemple, et moins sur le solaire ou sur autre. Bref, essayer de différencier les politiques de développement durable et de production d'éoliennes et de transition énergétique. Et enfin, je vais peut-être conclure, alors j'ai 4 ou 5 minutes, je vais juste conclure par la notion d'outils. On a un plan de relance qui est extrêmement volontariste, on a des régions qui, comme je le disais, doivent être à la hauteur pour se saisir de ces opportunités et les transformer en des réalités. On manque encore cruellement d'outils et les textes empêchent par exemple les régions de lancer des fonds souverains régionaux. L'idée du fonds souverain régional, oui je m'arrête. L'idée du fonds souverain régional, c'est quelque chose qui permettrait aux élus d'investir et d'accompagner les entreprises pour l'économie verte. Et c'est l'exemple des législations qui doivent s'assouplir pour donner plus de marge au territoire. Merci beaucoup. Merci à toi Sylvain. Ça a encore remis des questions, donc on va pouvoir y répondre bientôt. On va prendre dans cette belle table ronde notre dernier intervenant, notre ambassadeur. Et donc, merci à toi, Yann, d'être présent avec nous. Yann, tu voulais, je pense, nous parler d'un rapport qui vient de sortir du Centre d'analyse économique sur un sujet qui t'est à cœur, la biodiversité. Donc, Yann, je vais te laisser la parole et puis, bien évidemment, après Yann, on pourra répondre à l'ensemble des questions qui n'ont pas manqué d'arriver sur le fil des questions. Merci à toi, Yann, et je te laisse la parole. Amandine, ça capte plus chez moi. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Yann qui ne capte pas? J'ai fait une bêtise, j'ai cru que mon micro était coupé. En fait, j'ai tout simplement appuyé sur raccrocher. Je suis vraiment désolé. C'est bon, vous m'entendez? Avec grand plaisir. Du coup, bon, merci. Merci aussi enfin, bonjour à Maud, bonjour à Anne, à Sylvain,
et à tous les autres intervenants, enfin toutes les personnes qui sont connectées. Et puis Marguerite, pardon, excuse-moi. Je suis très content avec vous, mais en même temps très frustré de pas vous toucher. C'est très frustrant tout ça. C'est depuis des mois, on fait des choses comme ça immatérielles et je trouve qu'on oublie un petit peu qu'on est quand même des êtres sociaux. Mais on va faire avec, et je crois qu'on c'est civique de procéder de cette manière-là. Effectivement, merci Richard de m'avoir proposé de parler sur la biodiversité, parce que c'est pas seulement le sujet que je suis depuis des années, c'est aussi maintenant un sujet économique. C'est un peu le parent pauvre des questions environnementales. À chaque fois qu'on parle des problèmes de planète, à tous les échelons, on n'a que le mot climat qui vient à nos oreilles. On oublie qu'il y a un autre phénomène extrêmement grave, j'allais dire peut-être presque plus vital encore que le changement des températures et du climat, même si c'est difficile de faire des hiérarchies. Mais c'est la question de l'état de la nature, de la biodiversité qui nous entoure. Juste pour rappel, parce que, enfin, pour moi, c'est un rappel, pour beaucoup d'entre eux, peut-être que ça ne le sera malheureusement pas, mais la situation est extrêmement grave. Au cours des 40, 50 dernières années, nous avons à peu près des tiers du monde sauvage, tout simplement. Ça peut paraître fou, mais c'est à peu près ce qui s'est passé ces 40, 50 dernières années, les 2/3 du monde sauvage. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, quand vous prenez, vous mettez dans un pot commun tout ce qu'il y a de mammifères, de reptiles, d'oiseaux, eh bien, il y a 5% de cette masse-là, ce sont des animaux sauvages, 5%. Le reste, c'est pour 65% du reste, c'est les animaux de compagnie, nos animaux d'élevage, les bœufs, les cochons, les poules, tout ce que nous élevons, et puis tous nos chiens, nos chats. Ça constitue 65% de la masse vivante de biomasse existante sur Terre aujourd'hui. Et les 35% restants, c'est nous, les êtres humains. Donc, c'est vous montrer à quel point nous occupons aujourd'hui une place absolument considérable sur la planète, et surtout la place réduite que nous avons laissée au monde sauvage. Alors, il y en a certains qui diront « so what ?» Quel est le problème? Le problème, il est que, bien évidemment, il y a un problème moral, mais allez, on va dire que des fois, ça peut aussi être un sujet secondaire pour beaucoup, les questions morales, et que ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans la politique. Donc, je vais vous parler d'économie. C'est un problème économique aujourd'hui, la disparition de la biodiversité. On n'arrive pas encore tout à fait à mesurer, mais je crains malheureusement qu'il ne faille pas attendre de pouvoir le mesurer, les impacts économiques de cet effondrement de la biodiversité. D'abord, c'est des impacts évidemment en termes de capacité à pouvoir continuer à produire de la nourriture en quantité suffisante pour nourrir l'ensemble de l'humanité. Chaque fois que on réduit la biodiversité, on augmente les dangers qui pèsent sur la capacité de produire des aliments, parce qu'il y a de maladies qui affectent les plantes. Il y a la diversité biologique qui est un rempart aux maladies. En réalité, c'est l'appauvrissement de la diversité biologique qui est un facteur d'accroissement des maladies dans les plantes. Et donc, on a besoin de toujours plus d'intrants pour pouvoir réduire ces maladies. Or, évidemment, c'est de plus en plus coûteux de pouvoir produire de l'alimentation à partir du moment où il y a de la réduction de la biodiversité. La réduction de la biodiversité, c'est aussi évidemment des impacts sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau aujourd'hui est par les atteintes à l'environnement, par toutes nos infrastructures. Et évidemment, ça crée des phénomènes à la fois d'inondation dans certains cas et de sécheresse excessive dans d'autres. Donc, c'est évidemment un vrai gros problème. Je vous épargne tous les problèmes aujourd'hui qui sont liés à la médecine et à la santé. On est quasiment certain, oui, que toutes les études scientifiques convergent vers cela, que la Covid a pour raison d'être une zoonose qui elle-même, ces zoonoses-là qui émergent sont de plus en plus nombreuses et ont pour raison et ont pour cause les atteintes à la biodiversité. Je ne vous fais pas le schéma, mais évidemment que les impacts économiques aujourd'hui de la Covid sont absolument considérables, et que d'autres atteintes à la biodiversité, créer de nouvelles zoonoses, auront des impacts économiques absolument incroyables. Donc, il y a beaucoup de services aujourd'hui que la biodiversité rend de manière totalement gratuite, hein.
le filtrage d'eau, la lutte contre les maladies sans qu'on s'en rende compte, la capacité de résorber les impacts naturels, tout ceci, c'est une réalité. Donc, je crois que aujourd'hui, il est temps qu'on réagisse, il est temps qu'on se rende compte que ce petit système de court terme dans lequel on est, où on considère jamais qu'il est grave d'atteindre et de dégrader la biodiversité, qu'on pourra toujours régler le problème plus tard, notamment avec de la science, avec la technologie, est une erreur très grave. Et que la biodiversité, on va dire, à la différence de beaucoup d'autres phénomènes, une fois qu'elle a rue, eh bien, on ne la refait pas revenir. C'est un dommage irréversible. Donc, j'appelle à ce qu'on se et qu'on bouge. Alors, aujourd'hui, moi, je note aussi qu'il y a une relation au vivant qui a changé chez les Français et dans beaucoup d'opinions publiques. Cette relation au vivant fait que aujourd'hui, il y a une science grandissante que je ne peux que constater comme vous dans la population. Cette science qui fait que quand sondage après sondage, on voit que les 2 tiers de la population attendent des pouvoirs publics des réactions rapides à cette situation environnementale gravissime. Et une petite partie, j'allais dire, de la population regroupée dans des lobbies réussit à empêcher la décision publique de se prendre et empêche la décision politique de se prendre. Et moi, ce que je crains aujourd'hui politiquement, je finirai là-dessus et peut-être qu'on pourra développer sur les questions, c'est une radicalisation. C'est une radicalisation entre d'un côté des mouvements populaires qui s'impatientent de plus en plus et qui versent dans la radicalité, ce qui n'est pas le fond de notre famille politique, et d'un autre côté, des lobbies qui sont tout aussi radicaux et qui refusent absolument toute évolution et qui, je ne sais par quel mystère, réussissent à bloquer la décision politique au plus haut niveau. Donc, moi, j'en appelle à ce que notre famille politique, eh bien, finalement, reprenne à son compte ce qu'elle a toujours su faire de mieux, c'est-à-dire construire des compromis, être la force politique de la modération qui invite aux radicaux de tout à se parler, ou en tout cas, s'ils ne veulent pas se parler, à faire des propositions d'évolution et d'avancée qui sont pas radicaux, hein, bien au contraire, c'est de gravir des échelons dans la protection de la biodiversité. Merci à toi, Voilà, Yann. je vous remercie. Merci Yann. Beaucoup de questions, donc on va prendre une série de questions. Est-ce que, évidemment, les invités de cette table ronde répondront comme ils le veulent aux questions? Je vais en prendre une première série. Bonjour, qu'en est-il du principe pollueur-payeur? Voilà pour la première question. Deuxième question, de Jean-Luc Théron. Pourquoi le bio est-il 3 fois plus cher dans le panier du consommateur final en faisant ainsi une denrée de luxe des produits bio? Autre question de Letan Malo. Bonjour, qu'en est-il du principe pollueur-payeur? Voilà, encore quelques questions qui ont été posées. Un commentaire de Béatrice Doutrio. Développement du bio, bien sûr, mais faire en sorte que lorsqu'on ne peut pas acheter du bio, les produits soient néanmoins de qualité. Toute personne, quelle que soit sa situation financière, doit pouvoir accéder à une alimentation saine. Peut-être également une autre question. Quid de l'agriculture hors sol? Est-ce une solution à court terme pour nourrir tout le monde également, qui nous est posée? Alors, on le voit bien dans ces premières questions autour de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez essayer de commencer à répondre à cette première série de questions? Merci à vous. Alors, peut-être une dernière qui vient d'arriver sur la rénovation énergétique posée par Pierre Quens. La rénovation énergétique est essentielle, mais comment sera faite la priorisation des chantiers? Comment doit-on réagir à l'échelon municipal, départemental, régional ou national? Et surtout, quand doit-on le faire? Est-ce que vous pouvez essayer, pour les uns et les autres, d'essayer de répondre à cette première série de questions? Qui veut commencer à répondre? Répondre quelques éléments. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture, hein, mais ce que je vois, moi, c'est l'utilisation des produits locaux et bio. D'ailleurs, en fait,
je ne peux pas être dogmatique sur le sujet, il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres. Sur notre territoire, on a des agriculteurs en bio et des agriculteurs en conventionnel, et certains qui essayent de se rapprocher du bio, mais qui n'ont pas encore pu financièrement, enfin dans le modèle économique, prendre les 3 années ou quasiment les 3 années de mise en sommeil de leur terre pour passer et être labellisés en bio. Ce que je constate néanmoins, c'est que c'est vrai que les produits bio sont un peu plus chers. Indéniablement, c'est le cas. En même temps, nous, on va les chercher directement auprès du producteur. Donc, évidemment, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, j'imagine que ça limite probablement la hausse du prix. Mais ce que je constate, c'est que leur qualité permet de faire mieux en achetant moins. Et en tout cas, la réalité alors après, c'est une régie de restauration, hein, donc je vous l'ai dit, 1600 couverts jour. La réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en ayant cette démarche, qui d'ailleurs, en fait, me permet aujourd'hui d'ailleurs de mutualiser l'outil de production avec d'autres communes, et on a un cadre juridique de mutualisation horizontale. Ce qui veut dire qu'on n'a pas transféré la compétence à l'agglo, mais que dans le schéma de mutualisation de l'agglo, les communes s'engagent à utiliser le même outil au profit de leurs clients, de leurs bénéficiaires. Et ben en faisant ça, en fait, on a diminué le coût du repas. C'est-à-dire qu'en augmentant le local et le bio dans les ingrédients de marché de matières premières, on a de façon très significative diminué le coût de production du repas. Alors évidemment, ça nécessite une autre manière de cuisiner. Ça n'est probablement possible que parce qu'on a un outil de production qui est très novateur, avec une marche en avant, etc. Ça serait sûrement pas possible dans une cuisine un peu traditionnelle. Et puis parce qu'on a le savoir-faire, c'est-à-dire il y a une équipe formidable. Donc ce que je constate, c'est que oui, le kilo de tomates bio coûte plus cher que le kilo de tomates classique. Mais je pense qu'il faut aussi regarder au global. Sa production impacte moins l'environnement, il y a moins de coûts de transport, et puis moi je constate que par un mécanisme assez complexe, on arrive à faire baisser le prix du repas. Donc ça c'est intéressant. Sur la question de la transition, enfin des bâtiments publics et privés et de la sobriété énergétique, je crois je ne sais pas s'il faut dire quand on commence et par quoi on commence et comment on priorise. Ce que je peux dire peut-être, c'est un peu la méthode qu'on a utilisée. On sait qu'il faut que tous les acteurs s'y mettent. Les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants, les bailleurs sociaux en particulier, qui ont évidemment des gros collectifs, et puis les entreprises, et puis les collectivités qui sont elles-mêmes détentrices d'un patrimoine public souvent assez important. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que toute construction nouvelle soit bien sûr au moins aux normes en vigueur, mais si possible plutôt BEPOS, et qu'il faut bien sûr viser, si on veut améliorer la performance énergétique de nos bâtiments et surtout notre bilan carbone, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut viser évidemment les effets leviers. Donc assez facilement maintenant, avec des bureaux d'études dans nos documents de planification, on est capable de cibler les bâtiments ou les quartiers qui sont très consommateurs, et donc c'est évidemment là qu'il faut avoir une démarche proactive avec tous les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc évidemment, les gros bâtiments industriels, c'est le cas, les gros bâtiments du patrimoine public, c'est le cas, et puis les bailleurs sociaux, c'est le cas aussi. Allô? Les réponses courtes, s'il vous plaît. On ne refait pas le débat, plutôt des réponses courtes aux gens qui nous... Je prends 2 questions. Peut-être une pour Maude. Dans les interrogations qui sont celles de nos sympathisants, une revient souvent. Est-ce qu'on assiste finalement à une dualité entre la ruralité et finalement une minorité de bobos, peut-être plus populistes que populaires, comme le disait Yann, qui voudraient imposer une pensée aux autres? Et toi qui es parisienne, on a vu beaucoup si je résume la pensée de certains, on a vu beaucoup d'urbains essayer de dicter une forme de pensée unique, minoritaire, mais un peu violente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu imagines finalement des bassins de vie comme le tien, qui vont être énormément consommateurs parce qu'on sera sur la métropolisation, sans que ça soit au détriment de la ruralité? Comment tu envisages ces 2 schémas de pensée qui semblent aujourd'hui s'opposer, Maude?
Alors, le côté donneur de leçons des Parisiens, j'aimerais m'y opposer, mais je crains malheureusement que ce soit un peu la réalité. Euh, à nouveau, à mon sens, c'est ensemble qu'on fait avancer les choses. Euh, Juste sur la question du bio, c'est 3 fois plus cher en général parce que, par définition, c'est plus fragile. Il y a plus de fruits ou de légumes qui sont jetés et donc ça a un impact sur le prix. Mais pour moi, le bio, il doit pas être l'alpha et l'oméga de notre nouvelle manière du mieux manger. Une poire argentine hors saison bio, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est du bio, une filière dont on laisse le temps de grandir progressivement, bien encadré. Ce sont les circuits courts, c'est cet écosystème-là qui existe depuis très longtemps hors Paris, mais que les Parisiens ont commencé à découvrir, et tant mieux. Et je pense que c'est ensemble qu'on réfléchira à la meilleure manière de se nourrir. Alors ça passe aussi évidemment par l'éducation au goût, mais également de faire de notre agriculture encore un plus grand atout qu'aujourd'hui. Et donc, si les Parisiens ont cette tendance à agacer tout le monde, servons-nous d'eux pour faire en sorte de faire avancer tous ces sujets. Et puis, je voulais juste revenir sur le sujet, le principe pollueur-payeur. C'était ce que je soulignais tout à l'heure avec le sujet des biens communs. Encore une fois, le principe pollueur-payeur existe et tant mieux, mais il faut aller au-delà. Il y a le sujet de l'eau, de l'air, et il faut tenir compte de toutes ces externalités, qu'elles soient positives ou négatives, dans la manière de produire, et on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui. Je prends plusieurs questions. J'ai regroupé un peu la question de Valtro-Esnay. On oppose réponse scientifique à changement de comportement personnel. Et donc, comment les uns et les autres, vous pensez qu'on va faire vivre à la fois la nouvelle technologie, la science qui doit répondre à un certain type de problématiques et le changement personnel? Et donc, comment vous imaginez ça? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il faut attendre tout de la science, elle répondra aux problèmes climatiques, c'est-à-dire on inventera des plans qui résisteront au climat, au stress hydrique, etc. Ou est-ce que tout doit être dans le comportement, ou est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre les deux? Mais en tout cas, est-ce que quelqu'un peut échanger sur technologie, j'ai envie de dire, science, et puis finalement le comportement individuel de chacun, ou comme dirait Pierre Rabhi, chacun prend sa part? Sylvain. Oui, merci beaucoup Richard. Peut-être deux réflexions sur le sujet et qui rejoignent un peu ce qui a été dit précédemment. D'abord, le progrès scientifique, c'est un processus continu. Donc il n'y a pas un moment où la situation s'arrête et puis tout est réglé. C'est depuis le début de l'humanité un processus continu. Donc continuellement, on a à s'adapter à cela. Continuellement, on a à trouver le bon équilibre entre les choix technologiques, entre le progrès et entre nos comportements individuels. Mais j'aimerais du coup rebondir sur une des choses qui a été dit précédemment, par exemple sur le bio, et je crois que c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas donné assez de cadres pour permettre les comportements, les comportements individuels de se déployer pleinement comme, avec conscience citoyenne. Je donne un exemple tout simple. Moi, j'étais toujours choqué avant d'être député, et heureusement qu'on l'a résolu à partir de janvier prochain. Le miel que tu achètes est un miel où il y a marqué dans ton magasin UE et non UE, qui peut cacher la vérité que 60% du miel est un miel chinois fabriqué en usine. Ben non, il faut dire que dans ce cas-là, 60% sur l'étiquette, il faut mettre que 60% c'est du miel chinois fabriqué en Chine. Je dis fabriqué parce que c'est souvent dans des usines à sucre plus que dans, que dans des ruches. Sylvain. Pareil sur le bio. Le bio, je me souviens, en ayant été maire, quand j'ai commencé mon mandat, c'était il y a 10 ans, j'avais demandé de trouver des offres avec des repas bio. Et ben, je ne trouvais pas de repas 100% bio pour pouvoir le faire 2 fois par semaine. Aujourd'hui, on a voté une loi qui s'appelle l'Egalim, qui, à partir de 2022, donnera des obligations en la matière. Donc moi, je crois que sur ces sujets de comportement individuel, il faut
s'adresser à l'intelligence du consommateur et des citoyens, et que si tu avais un étiquetage, par exemple, sur l'impact climatique de ce que tu achètes, de A à E, comme tu l'as pour ta machine à laver, et qu'à la fin de ton ticket de caisse, tu pouvais voir que 80% de tes achats étaient A ou E ou B ou C, eh bien, on s'adresserait à l'intelligence des consommateurs, à l'intelligence des citoyens, et on ferait progresser, on leur donnerait les moyens de faire progresser la cause. Très bien, merci Sylvain. Je rappelle simplement que dans la loi sur l'étiquetage par votre serviteur, on a fait passer ce texte de loi qui permet de donner les origines du miel, notamment également pour ceux qui achètent du chocolat, les origines du chocolat. Et donc, grâce au modem, on pourra à partir du 1er janvier, dans les supermarchés, regarder les origines du miel et également les origines du chocolat. Peut-être une question pour Yann. Yann, une question d'Agnès Jonot. Agnès, elle te demande, y a-t-il unanimité parmi les scientifiques en ce qui concerne la biodiversité? Et donc, voilà, est-ce que tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a une urgence de la biodiversité ou finalement, comme certains, finalement, c'est pas si grave que ça? Est-ce que tu peux répondre, Yann? Est-ce que Yann est déconnecté, donc il ne pourra pas répondre à cette question. Je voudrais également d'autres questions qui sont sur l'emploi. Marguerite, on voudrait aussi, dans une région qui est très touchée par la crise de l'emploi, comment tu penses qu'on peut essayer de retrouver, je dirais, localement, est-ce que l'économie locale, la green economy, est-ce que évidemment, vers chez toi, ça peut être un processus vers plus d'emplois, voire le plein emploi? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez nous, c'est l'industrie qui est prédominante. Mais la préoccupation de l'écologie n'est pas récente dans l'économie industrielle. Seulement, dans le monde industriel, on communique très peu ou très mal, et donc on ne fait pas savoir tout ce qu'on fait. Mais les réglementations, les normes environnementales, parfois peut-être abusivement contraignantes, sont vraiment de rigueur. Toutes nos entreprises sont certifiées ISO 14000, par exemple. Donc, moi, je voudrais qu'on passe de l'industrie bashing à l'industrie loving. Parce que sans industrie, on n'arrivera pas à sauver les emplois. Et d'ailleurs, le gouvernement en est aussi persuadé, c'est pour ça qu'on veut relocaliser. Et puis, dans la région Hauts-de-France, par exemple, on a mis en route la 3e révolution industrielle, qui a été lancée il y a presque 10 ans, et qui partait du principe que l'écologie serait source de développement économique. Et donc, dans les Hauts-de-France, on a plutôt une longueur d'avance. Il y a aussi le circulaire. Si je prends mon métier, les arts graphiques, ça fait très longtemps qu'on recycle tout ce qu'on utilise. Franchement, on est en site propre quand on est dans une industrie graphique, et le papier lui-même est réutilisé, il est recyclé. D'ailleurs, actuellement, à l'Assemblée, je fais partie d'un groupe de travail sur le recyclage du papier. Ça va être source aussi de création d'emplois. Donc, je pense qu'avec la transition écologique et ces attitudes vertueuses qu'a adopté l'industrie, on arrivera à créer des emplois. Et à sauvegarder nos emplois. Marguerite, est-ce que tu peux nous rappeler combien on consomme d'énergie quand on envoie un mail par rapport à une ramette de papier? Je n'ai pas entendu, Richard. Est-ce que tu peux nous rappeler, quand j'envoie un mail, quelle est ma consommation d'énergie quand je le compare à une feuille papier? De mémoire, c'est 150 feuilles de papier. C'est ça, c'est 150 feuilles de papier. Et comme je sais que tu aimes le papier et que tu viens du monde de l'imprimerie, l'énergie. C'est une matière naturelle. C'est fait à partir des résidus du bois. Les morceaux nobles sont réservés aux meubles, mais les résidus servent à faire de la pâte à papier. Et le papier se recycle 6 fois. Il y a 6 vies. Oui. Donc, c'est tout à fait naturel. Donc, je milite pour le papier et j'adhère à l'association Culture Papier parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas. C'est un serveur informatique beaucoup plus consommateur et aussi pour la planète qu'une bobine de papier. Et puis, on rappellera que de temps en temps, quand on gère correctement une forêt, les jeunes arbres captent plus de carbone que les anciens. Il faut une gestion durable. Et puis, comme on est un peu entre nous, on dira au maire de Lyon qui a dit qu'il y aurait plus de bois mort sur Lyon. Eh bien, je me demande, moi, comment il va faire ses toilettes sèches.
Je reviens vers toi, Yann. Il y avait une question, Yann, sur la science finalement et la biodiversité. Est-ce que tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet et comment toi tu imagines aujourd'hui un chemin pour retrouver finalement une plus grande équilibre entre le développement naturel de l'être humain et notre biodiversité? Est-ce que tu peux nous parler de la science et des scientifiques par rapport à la biodiversité, les controverses éventuelles, et puis de savoir comment toi tu imagines que toi-même, Yann, dans tes réflexions, et nous au mouvement démocrate, on peut trouver un chemin pour retrouver des équilibres dans la biodiversité? Oui, merci Richard. C'était une question tout à l'heure sur science versus comportement, j'allais dire versus règlement aussi, parce que il y a les scientifiques, il y a les comportements individuels et puis il y a les comportements collectifs. Le comportement collectif, c'est la décision publique, c'est la décision politique. C'est quand même trois piliers absolument indispensables. La science, elle apporte des connaissances, et ça, aujourd'hui, dans le domaine du climat, par exemple, vous avez vu qu'il y a quand même 90% aujourd'hui de la sphère scientifique qui est d'accord. Et du côté de la biodiversité, les scientifiques de la biodiversité, c'est quasiment l'unanimité pour dire qu'aujourd'hui, on traverse quasiment ce qu'on appelle une 6e extinction des espèces, due cette fois-ci à une seule espèce qui est l'homme, enfin l'être humain. Oui, la science est unanime. Après, la science, c'est aussi effectivement des solutions. Mais moi, je veux vraiment, vraiment dire attention à ce discours ambiant que j'entends, qui est de se réfugier derrière la science comme un facteur de solution, qui est en fait un prétexte pour ne rien faire et pour ne pas agir à la fois sur le comportement individuel et sur le comportement collectif. C'est vrai pour le climat comme pour la biodiversité. Donc, il ne faut pas tout attendre de la science et surtout, elle ne peut pas tout résoudre. Ça, c'est des philosophies du siècle dernier de penser que toutes les solutions viendront de la science et qu'en attendant, on peut continuer à faire n'importe quoi. Donc, vraiment, j'appelle à faire attention à ce dogme scientiste là qui est en train de renaître de la part d'un certain nombre de responsables politiques et économiques. Et je voulais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est sur tout ce qui est, et tu m'interpelles là-dessus, Richard, et quelles sont les suites des choses. Moi, je crois qu'à la fois dans les comportements individuels, il faut quand même se rendre compte qu'un Français, aujourd'hui, à peu près 2,5 fois trop, si je veux simplifier. On mange 2,5 planètes pour satisfaire nos besoins individuels. Donc, réfléchissez à ça, regardez, il y a des logiciels sur Internet qui vous permettent de calculer quelle serait votre consommation raisonnable si vous vouliez ne pas consommer trop, équivalent de ressources planétaires en biodiversité, en climat, en tout ce que vous voulez. Divisé par 2,5, c'est énorme, mais c'est faisable, c'est absolument faisable et ça ne change pas la qualité de vie au quotidien. C'est notamment, par exemple, manger moins de viande, vous réduirez énormément votre consommation d'équivalent planète individuellement. Puis en termes de comportement collectif, moi je voudrais adresser un message aussi, parce que j'entends souvent dire que, notamment sur la biodiversité, c'est une réalité, un des facteurs les plus aggravants, les plus difficiles pour la biodiversité, c'est l'agriculture aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui affecte le plus la biodiversité, parce qu'on a des méthodes d'agriculture extrêmement agressives. Et ce que je veux dire, moi, c'est que j'en ai un petit peu assez qu'à chaque fois que quelqu'un, comme moi, comme d'autres, on dit qu'il y a un problème avec l'agriculture, on se retrouve avec un coup de barre dans la tête en disant « Ah, mais c'est de l'agribashing ». Moi, j'aimerais que la FNSEA, parce que c'est pas tous les agriculteurs, mais le syndicat principal, la FNSEA, arrête de nous faire ce procès en agribashing. Il n'y a aucun agribashing, il y a juste des faits. Il y a juste des faits. Aujourd'hui, il y a 30% d'oiseaux en moins dans les campagnes. Il y a quasiment plus d'insectes dans certaines parties de la France. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que l'agriculture change. J'ai envie d'adresser le même message à la Fédération nationale des chasseurs. Ils ne peuvent pas continuer à défendre le pire du pire dans les pratiques de chasse, notamment la chasse aux espèces qui sont aujourd'hui en danger, les espèces d'oiseaux qui sont en danger. Donc, je suis moi prêt à assumer un discours virulent à l'égard des fédérations, hein, pas des individus, mais des fédérations qui portent aujourd'hui des choses extrêmement radicales dans leur façon de voir les choses, qui ne permettent pas les évolutions nécessaires aujourd'hui. Et encore une fois, moi j'appelle à ce qu'on construise des compromis, mais que évidemment ces fédérations arrêtent d'être les plus défenseurs de tous les pesticides les plus dangereux, des pratiques de chasse les plus cruelles et les plus dangereuses pour la biodiversité, et qu'on trouve enfin en face de nous des gens raisonnables. Parce que sinon, c'est
la mairie de Bordeaux et la mairie de Lyon, c'est ça qui va gagner en France si on ne trouve pas les compromis, parce que quand je vous dis tout à l'heure, il y a des impatiences, c'est comme ça que ça finit. Merci à toi, Yann. Il y avait d'autres questions. J'ai pas pu prendre toutes les questions de tous nos amis Modem qui ont mis des questions sur le fil des questions. On essaiera d'y débattre, notamment à l'Université 133. Merci à vous d'avoir échangé sur le sujet. Simplement, je crois qu'on a vu que notre mouvement est au cœur de ces sujets-là. Notre mouvement, dès son origine, le Modem, c'était en 2007 déjà des questions écologiques qui se posaient. Et donc, on est dans cet équilibre-là. Et je pense que, je le dis en toute simplicité, c'est nous qui avons la meilleure réponse sur le sujet. Et donc, on va essayer de faire autrement que les populistes verts, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous imposer quelque chose qui est trop sectaire, trop violent, dont le peuple français ne veut pas. Et donc, merci d'avoir ouvert ce débat. C'est qu'un début au Modem, mais entre emploi, entre les outils de proximité, la biodiversité, le climat, l'agriculture. Et donc, merci à tous et à toutes pour ce beau débat. À bientôt, et on reparlera évidemment au Modem de la biodiversité, du climat et du développement durable, du moment qu'il soit soutenable. Merci à vous.